Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Ce live sera un peu focalisé sur le trail, alors qu'on peut étendre à l'ultra trail, mais l'idée c'est de discuter un peu des critères qui sont importants pour vous dans une pratique comme le trail running, et puis de comparer les montres qui sont actuellement sur le marché, parce que ça y est, on a toutes les marques, les principales marques, les grosses marques qui proposent une offre avec des fonctionnalités qui sont assez différentes. Donc pour ce soir, on pourra parler de la Polar Grit X, on pourra parler des Fenix 6. Ici, moi j'ai la Fenix 6X Solar, mais c'est les mêmes fonctionnalités que sur toutes les autres Fenix. Et puis, on parlera aussi de Suunto 9 Baro et de Coros. Alors, en termes de prix par rapport aux autres et de format du boîtier, bon, j'ai pris l'Apex Pro, mais bien évidemment, on peut parler de la Vertix. Là aussi, les fonctionnalités sont les mêmes. Alors, première question, c'est peut-être moi qui vais la poser. On va commencer par ça. Ma première question, ce serait, quels sont pour vous les critères qui sont importants pour une montre de trail? Parce que finalement, on parle de montre de trail. Une fois qu'on a sorti un peu les critères classiques d'autonomie, suivi d'itinéraire, des données un petit peu spéciales, comme la vitesse verticale, finalement, je serais intéressé par avoir un retour de votre côté sur les fonctionnalités, les paramétrages, les critères qui sont importants pour vous. Par exemple, le saphir, est-ce que c'est un must pour vous pour le trail ou est-ce que vous en passez complètement, etc. En fonctionnalité, voilà, on peut penser à X-Splitter de la Gritix, on pourra en parler ce soir. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un écran spécifique pour les données en données, pour en monter? Ou bien est-ce que finalement vous n'êtes pas des fous de stats? Est-ce que les trailers ne sont pas des fous de stats dans leur entraînement? Alors, gestionnaire d'alimentation, hop! Je prends la première question de Olivier parce que ça c'est intéressant. Je me suis penché, j'ai commencé à écrire l'article du test de la Gritix parce que vous avez été nombreux à me le demander. Donc je sais que c'est un test qu'il faut que je sorte rapidement. Donc j'ai commencé à me pencher un petit peu sur la rédaction du test et puis la comparaison avec toutes ces montres. Et finalement, en fait, toutes les montres que j'ai là ce soir, elles ont toutes un gestionnaire d'alimentation. Alors, le moins développé, c'est celui de Coros, parce qu'en fait, Coros, il affiche uniquement des données sur la consommation, mais on ne peut pas paramétrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les paramétrages d'un profil sportif et puis voir si avec ces réglages-là, on obtient 32 heures d'autonomie ou bien si avec ces réglages-là, on obtient 24 heures d'autonomie. Donc, c'est le moins évolué. Le premier, historiquement, c'est Suunto. Alors là, on voit pas mal de critères qui peuvent être modifiés. Je vais vous l'afficher. Voilà, on peut modifier la qualité de l'écran, donc passer en basse couleur, la précision GPS, bien sûr, l'activation ou l'extinction automatique de l'écran et le tactile. Donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on peut modifier sur la Polar Grit X. Sur la Polar Grit X, on peut modifier la fréquence d'enregistrement GPS, l'extinction de l'écran, l'extinction automatique, et puis le capteur cardio. Mais le gestionnaire d'alimentation le plus développé, c'est quand même celui des Fenix 6. Où là, on peut aller tout jusqu'à désactiver l'écran de navigation, désactiver le lecteur de musique, etc. Donc il y a, forcément, comme les Garmin offrent plus de fonctionnalités, ça fait plus d'éléments qui peuvent bouffer de l'énergie. Et donc, en réaction, ils ont proposé sur les Fenix 6, c'est eux qui actuellement, c'est pas les premiers, mais c'est eux qui actuellement ont le meilleur gestionnaire d'alimentation selon moi. Ensuite, on parle, j'ai vu passer fiabilité des données ou de la précision, quelque chose comme ça. Voilà, c'est Emmanuel et Gilbert. Donc preuve, je sais que c'est un domaine qui vous intéresse. C'est pour ça que dans tous mes tests, je
fournit systématiquement des comparaisons de courbes cardio et puis des comparaisons de traces GPS. C'est aussi pour ça que je cours toujours avec au moins 2, parfois 3 et parfois 4 montres GPS. C'est précisément pour pouvoir comparer ces traces. Là, le week-end dernier, j'ai été faire une petite sortie en trail sur des chemins qui n'étaient pas référencés sur la carte Garmin Connect. En fait, c'est les chemins que j'ai trouvés sur la heatmap de Suunto. Et du coup, à l'analyse, comme il n'y a pas de traces de chemin, même en pointillé sur la carte, c'est difficile de dire quelle est la montre, la trace qui couvre le mieux le chemin tel que je l'ai pratiqué. Donc c'est pour ça que sur cette sortie, je suis sorti avec 4 montres. Et comme ça, si on voit qu'il y a 3 traces qui partent à peu près comme ça et qu'il y en a une qui fait comme ça, bon, voilà, on peut au moins dire que sur 4 montres, il y en a une qui n'est pas très précise. En termes de précision GPS, en termes de précision GPS, pour moi, c'est les Fenix qui sont les moins précises. Alors, je sais, chaque fois que j'en discute en messagerie privée avec des gens, à chaque fois ils me répondent bah, ça fait chier pour le prix. Bah voilà, c'est pour moi, et depuis longtemps, hein, Fenix 3, Fenix 5, Fenix 5 Plus, Fenix 6, c'est pas les meilleurs en précision GPS. En revanche, sur le cardio, j'ai vu une grosse amélioration sur le nouveau cardio des Fenix 6. Donc je vais vous le montrer. C'est celui qui équipe la Vivo Active 4, Forerunner 245, 945. Voilà, celui qui a 4 rectangles superposés là, et non pas 3 carrés autour d'un carré central. Donc là, ma remarque, elle concerne que les Fenix 6, pas les Fenix 5 Plus, pas les Fenix 5. Là, pour moi, c'est le capteur cardio qui fonctionne le mieux. Et au sein de la gamme Fenix 6, c'est quand même la Fenix 6X qui donne le moins bon résultat. Et bon, ça, c'est quelque chose que les différents testeurs, à travers, avec l'expérience, voilà, tout le monde arrive à peu près au même constat, c'est qu'une grosse montre lourde a tendance à plus balloter sur le poignet. Et moi, clairement, hein, c'est le même capteur. J'ai testé la 245, la 945, ça fonctionne très bien. La Fenix 6, ça fonctionne bien. Et la Fenix 6X, c'est celle avec laquelle j'ai eu les moins bons résultats. Donc voilà, si je reviens sur le GPS, ce qui rend maintenant les comparaisons assez difficiles, parce que les différences sont très infimes, c'est que finalement, maintenant, elles utilisent toutes la puce GPS Sony. Avant, il y avait des grosses différences entre les marques qui utilisaient des puces GPS Sirf Star et les marques qui utilisaient des Mediatek. Les Mediatek, c'était quand même beaucoup plus du low cost. C'est ce qui équipait par exemple la Fenix 3 a priori. Maintenant que tout le monde utilise la puce Sony, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à ressentir. Là, typiquement, les évolutions entre 2 montres au sein d'une même marque, comme la Vantage V et la Grit X. Donc j'ai ressorti la Vantage V pour faire une comparaison avec la Grit X. Notamment, je voulais comparer la précision du capteur cardio, mais j'ai aussi comparé la précision GPS. Bon, les améliorations, elles sont quand même minimes. Donc là où avant, on avait de grosses différences, maintenant, elles sont quand même plus réduites. Cédric, ceinture à chaque entraînement, bah ouais, ça dépend vraiment des entraînements. Bon, moi j'en porte toujours une pour pouvoir comparer avec les autres montres. Si je devais avoir une seule montre et m'en servir pour mon entraînement, je ne pense pas que je prendrais une ceinture à chaque fois. Typiquement, une sortie en endurance, voilà, le petit footing tranquille. Pour moi, ça ne nécessite pas d'avoir une ceinture. Mais pour tous les autres entraînements, que ce soit trail, donc avec des côtes, où les pulsations vont monter, descendre dans les descentes, ou bien du fractionné, là oui, je prendrais une ceinture cardio. Une remarque d'Alain, oui, la fiabilité des capteurs cardio dépendent aussi d'une personne à l'autre. Ça, je le vois parce que je consulte d'autres blogs, notamment américains, anglais. Et il y a des gens comme donc Raymaker et Gadfit, c'est un gars qui est à Singapour.
eux, ils ont toujours des résultats, mais qui sont bien meilleurs que les miens. Donc moi, avec l'expérience, je sais comment serrer les montres, comment positionner ma montre. Je donne beaucoup de conseils là-dessus. J'en ai même fait une vidéo, hein, je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais quelque chose comme comment bien positionner un capteur cardio ou je sais pas quoi, ou améliorer la fiabilité d'un capteur cardio. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube en tapant 2-3 mots-clés. Et donc eux, ils ont des résultats qui sont largement meilleurs que moi. Bon, moi, ça. Et j'imagine que tous les gens qui sont noirs eh ben, doivent rêver qu'un jour, il y ait un testeur de montre GPS qui se mette à tester les capteurs cardio sur les peaux noires. Bon, ça dépend quand même de différentes personnes, quoi, entre les différentes personnes. Le brassard, comme dit Laurent, les brassards cardio-optiques. Donc là, moi j'ai testé le OH1. Ça fonctionne super bien par contre. Ça, j'avais fait même sur une séance avec des variations. J'avais extrait le fichier, je l'avais ouvert, transféré dans Excel pour faire du comparaison point par point. Et le delta, il était de mémoire, je crois, entre 0,8 ou 0,9 battements par minute de différence entre la ceinture cardio et le brassard cardio-optique. C'était vraiment, ça fonctionne super bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est encore un truc de plus qu'il faut recharger. Donc voilà, quand on commence à recharger le capteur Street, la montre, le capteur cardio, les écouteurs Aftershocks, voilà, ça fait beaucoup. Bon, c'est des choses que moi, pour lesquelles je suis rodé, le compteur vélo, etc. Bon, mais voilà, c'est un truc de plus dont il faut se préoccuper. Alors que l'avantage de la ceinture, on la garde 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, on se dit, oh, tiens, il faudrait peut-être que je surveille, voir s'il ne faut pas que je change la pile, et on change la pile. L'autonomie. Alors l'autonomie, on peut en parler. On a déjà parlé du gestionnaire, mais là aussi, hein, les batteries, les durées de vie des batteries sont quand même bien différentes. Alors là, si je prends que ce que j'ai ce soir, 40 à 100 heures pour la Grit X, 25 à 120 pour la Suunto 9, avec la petite contrainte que 120 c'est fuse track, donc il faut courir, marcher ça ne fonctionnera pas. Par contre, j'ai testé la Gritix en mode économie d'énergie, donc avec le GPS au milieu, donc à 1 minute. Et ouais, ils ne se sont pas foulés quand même sur l'algorithme qui reconstruit la trace. Et en gros, c'est des lignes droites. Donc là, vous le verrez dans mon test. Et ma conclusion, c'est que c'est une option à utiliser en dernier recours, genre quand vous voyez qu'il vous reste 4 heures de trail et 1% de batterie ou 2% de batterie, bon voilà, vous basculez sur le mode de GPS dégradé. Mais c'est une option que je déconseillerais de mettre en place dès le départ de la course. Ensuite, l'Apex Pro, c'est 40 heures, donc on est à peu près sur le même format. Et puis, alors là, c'est la 6X, mais si on prend le format équivalent en termes de taille, ce serait l'équivalent de la 6. Et là, c'est 36 heures, 36 à 72. Mais là aussi, le mode Ultra Track de Garmin, il n'est pas du tout précis, hein. Donc, si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez-le un jour pour vous amuser, mais ce n'est pas du tout précis. Vous allez avoir de grosses erreurs sur les calculs de distance. Par contre, eh bien, là encore, hein, Fuse Track, j'avais pris, donc j'ai couru cette semaine avec le mode Ultra Track de Garmin, le Fuse Track de Suunto et le mode, il n'a pas de nom, mais le mode 1 minute de Polar. Et voilà, Fuse Track, il est largement au-dessus de tous les autres. Alors j'ai vu passer donc la carte. Alors la carte, certains ont dit oui et non. Alors je vais faire un test. Mettez un cœur si, on va mettre juste un pouce. De toute façon, je vais dépasser. Mettez un pouce j'aime si vous aimeriez la carte sur alors soit sur votre montre actuelle, soit sur la prochaine montre GPS que vous achèterez. Parce que c'est quelque chose, moi je suis impressionné de la vitesse avec laquelle ça a pénétré le marché. C'est quelque chose qui est commercialisé encore assez cher parce qu'il n'y a que Garmin qui a quasiment que Garmin, enfin en tout cas selon moi, il n'y a pas que Garmin, hein, il y a Casio qui le fait avec les ProTrek et il y a Suunto avec la Suunto 7.
Mais pour ces deux options, il n'y a pas le suivi d'itinéraire qui va avec. Et pour moi, juste la carto sans le suivi d'itinéraire, moi je préfère avoir un suivi d'itinéraire de base et pas de carto, quoi. Ça, c'est franchement quelque chose qui m'a surpris. Je pensais que ça allait venir petit à petit, se démocratiser un petit peu du point de vue des constructeurs, mais comme je l'avais dit, hein, l'intégration de plateformes de musique comme Streaming et Deezer et l'intégration de la cartographie avec tout le système qui va autour. Enfin, l'idée, c'est pas, la difficulté, c'est pas juste d'afficher de la carto, mais c'est de gérer les routes, de gérer les carrefours, etc. Tout ça, c'est assez compliqué, je pense, en termes de technique. Et donc, il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Et du coup, Polar et Suunto ont opté pour la façon facile pour y arriver, c'est-à-dire monter un partenariat. Suunto a choisi l'option de la carto et est parti du côté de Google, Wear OS. Et Polar a choisi le guidage turn by turn sans carto et s'est dirigé vers Komoot. Voilà. Et c'est pareil pour la musique. Intégrer des plateformes de streaming Deezer, Spotify, je pense que techniquement c'est assez compliqué. Alors Mathieu, je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Mathieu. Il dit, Mathieu, c'est l'effet Phoenix, le plaisir d'avoir le top, même si on n'en a pas besoin. Et moi, je rajouterais même aussi le plaisir de conseiller le top. C'est quelque chose que je vois sur les groupes Facebook. Des gens qui disent je recherche une montre pour faire ceci, cela. Et là, tout de suite, il y a des gens qui conseillent des Phoenix. Prends la Phoenix, c'est génial. Prends la Forerunner 945, elle est top. Ouais, bon, au final, c'est des avis qui servent à rien. C'est des avis de moi j'ai cette montre, achète la même, elle est géniale. Ouais, ça sert pas à grand chose. Quand je vois des gens qui disent qu'ils veulent juste courir, qui font 2 footings de 45 minutes par semaine, et que derrière on propose des Phoenix. Il y a même une fois, je suis tombé sur une dame qui cherchait une montre pour la randonnée. Et dans les réponses, il y a quelqu'un qui lui disait prends une Phoenix 6 Pro, c'est top. Ouais, bon, pour aller faire des randonnées de 2 heures dans la forêt, ça sert à rien, ça sert à rien. Et donc bon, j'essaye de répondre à ces avis en apportant la façon de construire un peu ce genre de recherche, c'est de dire je veux une montre pour faire ça, 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 et derrière conseiller une montre. Mais tous les gens qui demandent j'hésite entre la Suunto 5 et la Forerunner 945, ça, vous posez cette question-là sur un groupe Facebook, vous allez juste avoir un sondage. Vous allez avoir un sondage, tous les gens qui ont une Garmin, ils diront prends la Garmin, elle est géniale, et tous les gens qui ont une Suunto, ils diront prends une Suunto, elle est géniale. Bon allez, on revient sur le trail. Alors la Gritix est-elle vraiment typée trail? Alors bonne question d'Olivier, décidément c'est sa soirée, c'est la deuxième. Là vous verrez la conclusion de mon test, là je suis en train de vous dévoiler la conclusion de mon test. La conclusion de mon test, c'est que la Gritix, c'est une bonne montre pour le trail, mais ce n'est pas une montre d'outdoor. En fait, vous verrez que il manque les petits détails. En fait, Polar, c'est une montre, c'est une marque qui vise la performance sur le triathlon, la performance sur les sports d'endurance. Et là, ils se sont écartés un peu pour venir sur le marché du trail, mais finalement, on sent qu'il y a encore le manque d'expérience. Alors, on peut dire que c'est étonnant, hein, parce qu'ils ont sûrement des athlètes ambassadeurs sur qui ils pourraient s'appuyer, notamment Vincent Viette, pour ne parler que pour un Français que je connais. Donc, ils pourraient s'appuyer dessus. Et finalement, en fait, il manque plein de petites choses pour que ça soit une vraie montre outdoor. Il manque la possibilité d'avoir une trace en mode petit pousset sur un écran de suivi d'itinéraire, même quand on ne fait pas de suivi d'itinéraire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, avoir une trace en pointillé qui est par là où on est passé, même si on ne fait pas du suivi d'itinéraire. Ça, c'est tout con, mais ça permet de retourner à son point de départ quand on est juste parti comme ça n'importe où. Il manque la possibilité de zoomer sur l'écran de navigation. Il manque la possibilité d'afficher les coordonnées GPS. Il manque la possibilité d'afficher un écran avec la boussole. La boussole, on peut y accéder que dans l'enregistrement d'une activité. Bon, si je sais pas, si je pars faire un bivouac et que le soir je suis au bout du bivouac, je veux ma boussole
je ne vais pas lancer l'enregistrement d'un trail ou d'une rando juste pour voir la boussole. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Alors ils ont quand même, par rapport au Vantage, ils ont quand même fait des choses pour le trail. Hein. Maintenant, on peut enfin calibrer manuellement l'altimètre barométrique, ce qui n'était pas possible sur la Vantage V. Je vais penser à une autre chose. À quoi est-ce que je pensais? Moi, je ne sais plus à quoi je pensais. J'ai pensé au calibrage de l'altimètre. Ah oui, ils ont rajouté une boussole, ce qui fait que avant sur la Vantage V, il fallait, comme l'orientation était déterminée par la différence entre deux points GPS, il fallait se déplacer pour avoir une orientation. Et dès qu'on s'arrêtait, la montre, elle ne savait plus vers où on était tourné. Là maintenant, il y a une boussole, donc à l'arrêt, si jamais vous hésitez sur un carrefour, vous mettez comme ça, vous tournez par là, est-ce que c'est pas ce chemin-là, et puis vous voyez l'itinéraire et vous pouvez repartir sur le bon chemin. Donc voilà, il y a quand même des améliorations, hein, mais en fait on sent un petit peu de manque de maturité, on sent que c'est leur première montre de trail, mais ce n'est pas encore une montre outdoor. Voilà, vous avez en exclu la conclusion de mon test. Bien joué Olivier, c'était finaux comme question. Après, des choses qui ne ressortent pas forcément beaucoup dans les comparaisons, c'est aussi les champs de données. Typiquement, là encore, je vais venir sur deux manques, des choses qui manquent d'expérience de la part de Polar. Il manque la vitesse verticale et il manque la possibilité d'afficher le pourcentage de batterie. C'est-à-dire qu'on peut changer, avec le gestionnaire d'alimentation, on peut changer en cours de route. Mais sauf qu'on ne sait pas si on arrive en batterie faible, quoi. Ça, c'est des choses qu'on peut afficher sur les Phoenix, qu'on peut afficher sur Coros. Coros, eux, ils ont une orientation très aventure. Ils ont une orientation montagne, alpinisme, etc. Donc, je pense que eux, ils ont réussi à s'entourer d'athlètes pros pour être de bons conseils. Et donc, eux, ils ont la possibilité d'afficher le pourcentage de batterie sur un champ de données. On peut afficher ça sur le deuxième ou troisième écran de données, on s'en fout, c'est pas un truc qu'on mettra tout de suite, mais c'est un truc qu'on peut regarder sur la fin d'un itinéraire. Mathieu qui demande le suivi d'hydratation. Alors là, on peut parler de deux choses. Il y a Garmin et Polar. Garmin, ils font une estimation de la quantité de sueur pendant une séance. Alors, on peut pas l'afficher pendant la séance, mais après, dans Garmin Connect, on peut voir combien de millilitres on a sué. Et ça, ensuite, on peut le lier avec un widget dans lequel on suit combien de millilitres on boit dans la journée. Mais pas super utile pendant une séance. Là, sur Polar, ils ont un FuelWise qui permet de faire des alertes intelligentes de ravitaillement, donc en termes de bouffe. Et ils n'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas fait la même chose sur les alertes d'hydratation. Donc en fait, sur les alertes d'hydratation, c'est juste des alertes à échéance fixe. Donc par exemple, toutes les 20 minutes, vous pouvez avoir une alerte qui vous rappelle de boire. Et en fait, j'aurais aimé un mix des deux, quoi. Vous imaginez l'algo qui estime votre sudation. Donc là, ça reste de l'estimation, hein, ça va prendre les données météo, et puis pour avoir la chaleur, et puis ça vos données cardio pour avoir l'intensité, et puis voilà, ça estime. Et donc on prend l'estimation de la sudation de Garmin, et on reprend le système d'alerte ravitaillement intelligent de Polar, et là on a le système parfait. C'est-à-dire on a un système qui évalue combien vous suez, et puis quand vous suez beaucoup, il va vous faire un rappel toutes les 10 minutes de boire. Et si la nuit, par exemple, lors de l'UTMB, vous suez moins parce qu'il fait moins chaud, et bien là, il vous rappellera que toutes les 20 ou 25 minutes de boire. Voilà, j'ai encore pas déposé de brevet, mais il faudrait peut-être que je le fasse avant qu'on me pique l'idée du côté soit de Garmin, soit de Polar. Alors, il y a quelqu'un, Guillaume, qui dit qu'on peut afficher le pourcentage de la pente sur la Polar. Oui, on peut le faire aussi sur l'Apex et sur la Phoenix, l'Apex Pro et sur la Phoenix 6. Bon, la pente, en général, c'est quelque chose c'est une donnée qui est plus utilisée par les cyclistes que par les trailers.
Les trailers regardent plutôt la vitesse verticale, parce que voilà, quand on sait qu'on s'engage dans une montée de 800 mètres pour arriver à un sommet, et qu'on avance à, je sais pas, 450 mètres à l'heure, bon ben voilà, on a une référence qui est plus facile. Et c'est vrai que les cyclistes, eux, ont plus tendance à regarder le pourcentage avec un peu une valeur seuil de 10%, quoi. En gros, c'est les pentes de moins de 10%, les pentes de plus de 10%. Alors, par exemple, une chose que moi j'ai fait remonter à Polar, hein, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas fait une Grit X Saphir? En fait, je pense que sur un créneau comme celui de la Grit X, c'est pas une titane qu'il faut sortir. La titane, c'est très bien pour la Vantage. La Vantage V, elle cible des triathlètes qui vont aller chercher un chrono sur une épreuve plus ou moins longue, hein, si on va jusqu'à un Ironman, mais voilà, le poids peut être intéressant, donc c'est intéressant de sortir une titane. Et je pense que sur la Grit X, il devrait sortir une version saphir. Alors, on pose la question sur de l'affichage sur les différentes montres. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est en gros qui écrit le plus gros. Donc, je pense que si on tape sur YouTube qui chante donner le plus gros montre GPS, vous devrez la trouver. Et bon, j'ai pris, alors de mémoire, c'était une Vertix, une Fenix 6 X ou pas X, une Suunto 9, et puis il devait y avoir une Polar, donc sûrement la Polar Vantage. Et j'avais pris les 4 montres avec un affichage à 4 champs de données. Parce que forcément, si on compare la Grit X, on peut la monter que jusqu'à 4 champs de données. Et donc, si je la compare avec les 8 champs de données de la Fenix 6 ou les 7 champs de données de la Suunto 9, bon, c'est pas équitable comme comparaison. Donc, j'avais fait la comparaison avec un affichage équivalent, 4 champs de données, le truc qui est de base depuis quelques années, là. 4 champs de données. Et alors, j'avoue, je ne me souviens plus quelle était la conclusion. Je crois que c'était la Vertix qui écrivait le plus gros. Et il y en a un qui écrit les unités avec. Je crois que c'était la Garmin qui écrivait le plus petit. En gros, toute la différence, elle vient de ce que les marques affichent autour. Donc, soit si elles affichent des icônes, soit si elles affichent les unités. Polar doit écrire petit parce qu'eux, ils affichent toutes les unités. Donc, ça doit écrire plus petit. Pour les autres, il y en a qui écrivent, Suunto par exemple, ils écrivent des icônes. Et sachez que sur les Coros, il y a une option pour écrire plus gros. Alors je ne me souviens plus exactement où elle est, on doit pouvoir, je ne sais plus si on la trouve sur la montre ou sur l'appli, mais sur les Coros, on peut changer la taille de la police. Ça c'est un truc que je trouve pas con. Parce que bah forcément, si on peut arriver à écrire plus gros sur 4 champs de données, ça sera mieux que si on est obligé de passer à 3 champs de données pour pouvoir écrire plus gros. Je cherchais l'option sur l'Apex Pro, ici, vous voyez, taille de la police, je suis en moyen. Et il y a possibilité de passer en grand. Voilà, bon, il n'y a pas petit, il y a moyen ou grand. Donc voilà, celui qui veut écrire, avoir des champs de données plus gros, eh bien, il peut passer ici la police en grand. Donc, en fait, il n'y a pas... Il faut 2 volets pour que ça me fonctionne bien. Il faut le tactile et l'interface qui va avec. Pour ça, Samsung, sur leur Galaxy Fit, ils ont une interface qui est super agréable, un tactile qui est très réactif et c'est un plaisir d'utiliser le tactile sur la Galaxy Watch, la Galaxy Watch Active. J'utilisais un peu sur la Suunto 9. En fait, Suunto, ils ont eu ça laguait pas mal lors de la sortie de la Spartan Ultra. Depuis, ils ont quand même amélioré la réactivité. Et je l'utilise quasiment jamais sur la Polar, alors que ce soit Grit X ou Vantage. Il est saccadé. Donc, c'est pas très agréable à utiliser. Et donc, en fait, j'utilise tout le temps les boutons en sport. Quand je dis que j'utilise pas mal sur la Suunto 9, en fait, je l'utilise pas mal en défilement vite tous les jours. En sport, je l'utilise pas. Et même chose pour la Grit X. En fait, la Grit X, là, je l'utilise même quasiment jamais, ni en sport, ni en vie de tous les jours, quoi. Et là, je vois tactile désactivé pendant une activité, tactile là, tactile pour les boutons, voilà, quasiment. Alors,
moi mon ressenti, c'est qu'en sport, je préfère avoir les boutons, en fait, je préfère prendre la montre dans les mains et appuyer une fois, appuyer deux fois si je sais que je veux passer à un truc qui est deux écrans plus loin. Le tactile, souvent, c'est pas hyper précis. Puis après, on dégueulasse l'écran, ce qui fait que un petit peu plus loin, on a des grosses traces qui font des reflets. Bon, c'est pas que parce que je suis blogueur et que je fais des photos pour Instagram, mais quand on a des reflets un peu crades sur l'écran, bon, c'est quelque chose qui, lors d'un ultra trail ou en plus on est fatigué, ça peut énerver, quoi. Non, l'interface que j'aime bien, moi, c'est la grosse molette de Coros. Alors Coros, sur l'Apex, il y avait d'abord une petite molette là en haut. Ensuite, sur la Vertix, ils sont passés à une grosse molette. Et puis, ils l'ont reprise sur l'Apex Pro. Et ça c'est super. En fait, ça permet de diminuer le nombre de boutons, de faire un défilement qui est fluide. Et ouais, c'est agréable à utiliser. Maintenant, le tactile, vous voyez, par exemple, pour la Suunto 9, eh ben, certes, il est tactile, mais par défaut, il est désactivé. Donc, en fait, il faut appuyer sur un bouton pour l'activer et après, on bouge en tactile. Bon, bah là, en termes d'interface, c'est pas génial, quoi. S'il faut commencer par appuyer sur un bouton, bah, à ce moment-là, on fait tout sur un bouton. Alors, pour ça, c'est Lanig ou Os, je ne sais pas quel est ton prénom. Qui demande mon avis sur la relative imprécision des données à la seconde. Et ça, c'est quelque chose qui est assez pénalisant en trail, parce qu'en trail, on a des valeurs d'allure qui varient beaucoup en fonction du terrain. Et si en plus, par-dessus, on a l'allure instantanée qui varie de façon un peu aléatoire, c'est très pénible. En fait, moi, j'utilise pas mal, et c'est un article qui avait super bien marché quand je l'ai sorti là, pendant le confinement. J'utilise pas mal l'allure moyenne au tour, combinée à un tour automatique d'1 km. Mais ça, c'est quelque chose qui marche plus sur les courses sur route. En fait, ça permet d'avoir une allure qui fluctue peu, parce qu'elle est lissée sur 1 km, mais en même temps, d'avoir une allure qui va évoluer au fil de la course et qui va refléter la fatigue. C'est-à-dire que comme c'est une allure qui est moyennée sur 1 km, et ben, sur un semi-marathon, l'allure affichée à 17 km 500, ça sera la moyenne de la distance entre 17 km et 17 500 et elle ne sera pas la même. Enfin, en tout cas, elle aura bien le temps d'évoluer par rapport à l'allure moyenne du kilomètre 7 par exemple. Parce que c'est bien ça la différence entre l'allure moyenne au tour et l'allure moyenne tout court. Par contre, en trail, avec les variations de terrain, c'est pas quelque chose qu'on peut afficher. Et du coup, là, eh ben, la seule solution, c'est pas d'acheter une montre plus chère, parce que comme je vous l'ai dit, hein, celle-ci c'est la plus chère et c'est probablement la moins précise en termes de GPS de toutes celles que j'ai ce soir. En fait, la solution, c'est de conserver une montre un peu moins chère et d'y ajouter un footpod. Là, j'utilise le Stryd, le capteur Stryd depuis 2 semaines. Donc c'est un capteur qu'on fixe sur sa chaussure et du coup c'est beaucoup plus réactif parce que là on ne fait plus une mesure à partir du poignet depuis un accéléromètre ou depuis le GPS. C'est un accéléromètre qui est positionné directement sur le pied, donc si vous courez plus vite, il le ressent. Et alors c'est difficile à expliquer, mais finalement ce sera plus facile à expliquer oralement que par écrit dans un article. C'est plus réactif et en même temps plus stable. En fait, c'est ça qui est vraiment complètement paradoxal. C'est que d'un côté, ça lisse toutes les fluctuations un petit peu aléatoires. Quand vous regardez votre montre qui affiche une allure et puis une seconde plus tard, elle affiche 10 secondes de plus, une seconde plus tard, elle affiche 5 secondes de moins et vous ne savez pas trop à quelle allure vous courez, quoi. Est-ce que vous courez bien à 5,45 ou à 5,35? Bon, même moi qui pars des fois avec 4 montres, je regarde une montre 5,45 ou mettons, je sais pas, 5,10. Et là, je me dis, je ne suis pas à 5,10 là. Je regarde une autre montre, 5,35. L'autre, 5,45. Bon, ok, ouais, je cours à quelle allure? Enfin, après, j'ai mon ressenti des sensations, quoi, mais l'intérêt d'avoir une montre, c'est d'avoir des données fiables. Si on achète une montre pour avoir des données pas fiables sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer, ça ne sert à rien. Et donc, Stryd, il lisse tout ça. Et en même temps, Stryd est 2 fois plus réactif sur les variations d'allure. C'est-à-dire que j'ai fait des tests où je courais, ensuite je m'arrêtais,
Et là, vous regardez à quelle vitesse l'allure change à l'écran jusqu'à ce qu'elle affiche 0. Et puis là, je repartais courir et je m'arrêtais de nouveau. Bon, et donc là, vous voyez, vous êtes capable comme ça de compter sur combien de secondes votre montre lisse les données d'allure. Et bien, Stryd, ça divise à peu près par 2. C'est-à-dire que la plupart des montres, elles lissent les valeurs sur 5 à 6 secondes. Et Stryd, c'est une réaction de 3 secondes. Donc voilà, double bénéfice du capteur Stryd. J'en avais déjà lu des commentaires sur des forums, type le forum Kikuru, des choses comme ça. Et là, j'ai pu vraiment le tester alors moyennant ces petits tests, hein, ce petit protocole là où je cours, je m'arrête, et puis me rendre compte des variations en fonction du terrain sur une sortie trail. Et c'est comme ça qu'on améliore l'allure instantanée. Cédric, alors à la résistance au vent, j'ai encore pas assez accumulé de données. En fait, là, j'essaye d'emmener le Stryd sur différents parcours, sur du parcours plat, sur sur des séances rapides, des séances lentes, sur des parcours vallonnés. Et voilà, j'attends d'avoir accumulé un petit peu de données avant de me jeter sur l'appli pour comparer les courbes. Olivier, le test de la nouvelle Casio. Oui, j'essaye de l'avoir. Mais elle était prévue de sortir fin mai, début juin, et du coup, bon, elle n'est pas encore tellement disponible en France, donc j'ai pas encore réussi à l'avoir. Mais je ne désespère pas, je suis même à peu près persuadé que d'ici cet été, je réussirai. J'ai eu la ProTrek WSD F10, j'ai eu la F20, j'ai eu la F30, et j'arriverai à avoir la G-Shock HDB 1000. Donc pour info, pour les autres qui ne connaissent pas, c'est une montre dont j'attends beaucoup pour l'Ultra Trail parce que c'est une montre qui est GPS, qui a la recharge solaire et qui a une recharge solaire qui est plus efficace que celle de la Suunto 6 X Solar. Donc là, si vous allez sur YouTube, j'ai fait une vidéo spécifique sur la recharge solaire pour voir si j'arrivais à recharger une Fenix 6X Solar juste avec le solaire. Et en fait, on n'y arrive pas. On arrive juste à faire qu'elle se décharge moins vite. Là, avec la G-Shock, on peut la recharger. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui fait une grosse différence. C'est-à-dire que vous pouvez partir en rando sur plusieurs jours. Le soir, vous arrêtez dans un refuge ou un bivouac. Vous placez votre montre au soleil et elle va se recharger. Là, la Fenix 6X, elle va en journée se décharger moins vite, mais elle ne va pas regagner d'autonomie. Ça fait une grosse différence. Cardio, poignet, Suunto, déçu. Voilà, bon, Franck, on a parlé de la précision cardio des différentes montres. Et pour moi, c'est actuellement le capteur Garmin qui fonctionne le mieux sur moi. Après, dans la navigation, je trouve que maintenant, il y a quand même une grosse disparité. Si on regarde il y a 2 ans et demi en arrière, voilà. Il y avait les montres qui faisaient suivi d'itinéraire, celles qui ne le faisaient pas. Maintenant, on a les montres qui font suivi d'itinéraire, celles qui ne le font pas. Celles qui ont les fonctionnalités outdoor dont j'ai parlé, type affichage de coordonnées GPS, de la boussole, l'alerte orage. Parce que ça aussi, tout le monde n'a pas une alerte orage. Bon, ça n'a plus rien à voir avec la navigation, là, mais voilà, c'est parce que ça me vient à l'idée. L'affichage de la trace petit pousset qui permet de retrouver son chemin, son point de départ, même quand on n'a pas utilisé un suivi d'itinéraire. Le zoom, là ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les... enfin beaucoup parce que c'est les fonctionnalités pour tracer les itinéraires et puis ensuite pour les transférer d'une plateforme à une autre. Typiquement, pour moi, actuellement, le meilleur outil pour tracer les itinéraires, c'est les heatmaps de Suunto. Voilà. Le week-end dernier, je suis allé faire une sortie de trail. Sur Garmin Connect, je n'arrivais pas à tracer mon itinéraire parce que il manquait des chemins. Et je l'ai fait depuis la Suunto Map parce que du coup, là, la carte n'affichait pas des chemins. Mais la heatmap des activités de trail montrait qu'il y avait de super chemins, beaucoup empruntés par les trailers à cet endroit-là. Et c'est là-bas que je voulais aller. Et du coup, voilà, j'ai tracé un chemin en suivant les lignes oranges sur la heatmap de trail, même s'il n'y avait pas de chemin dessiné sur la carte. Et ensuite, sur le terrain, ça s'est confirmé, il y avait bien un chemin pour passer à ces endroits-là.
Ensuite, j'aime bien, mais là, cette fois, je l'utilise plus pour le vélo, j'aime bien la fonction de tracer un itinéraire automatique sur Strava. Il y en a aussi un sur Garmin, mais en fait, je l'ai assez peu utilisé. Il faudrait que j'essaye. Euh, pour le vélo, pour Strava, ça fonctionne super bien. En fait, en 30 secondes, on peut tracer un itinéraire sur Strava. On définit la distance, l'activité, si on veut du dénivelé ou du plat, et si on veut du goudron ou de la terre, du gravier. Et ensuite, voilà, 30 secondes, on a l'itinéraire, il est tracé et maintenant il est transféré automatiquement sur Garmin, sur la montre. Donc c'est vraiment super. Et puis ensuite, bah, il y a Komoot. Donc là, je l'ai découvert avec Polar, puisque Polar, eux, ne sont pas encore compatibles avec Strava, ils sont compatibles avec Komoot. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour tracer des itinéraires en boucle. En fait, à la base, Komoot, c'est une appli pour faire des trajets domicile-travail. Et du coup, pour faire des boucles, c'est un petit peu plus tordu. Il faut pointer un endroit, pointer un autre endroit, et puis lui dire qu'on veut faire une boucle, et voilà, là, il nous fait une boucle. Donc ça marche. C'est juste un petit peu moins rapide que Strava. Et puis après, il y a Garmin, Garmin qui a, en plus de la carto, qui a toute une base de données de points d'intérêt. Alors ce qu'ils appellent points d'intérêt, ce n'est pas des waypoints, c'est typiquement, c'est par catégorie, il y a les supermarchés, les restaurants, les logements, les hôtels, etc. Bon, je l'utilise jamais. En fait, je pense que je l'ai utilisé une fois de manière utile. Je l'utilise jamais parce que c'est super long à charger, parce que il y en a énormément. Donc déjà ça, pour moi, ça réduit l'intérêt. Et puis voilà, quand je sors avec ma Phoenix, c'est pas pour chercher une station essence. Ça, je le fais avec mon téléphone, ça va beaucoup plus vite. Je lance Google Maps et je cherche de l'essence. Si je cherche Burger King, pareil, je cherche avec mon téléphone, je cherche pas avec ma montre. En revanche, ça m'a servi une fois, par exemple, en rando, puis je l'avais fait pour le tester. Il y a les refuges, par exemple. Donc dans la catégorie hébergement, il n'y a pas que des hôtels, il y a les refuges. Donc typiquement, vous pouvez arriver sur un parking, vous cherchez dans les points d'intérêt, vous cherchez le nom du refuge, et puis hop, la montre, elle vous trace l'itinéraire sur la carte qu'elle a en mémoire jusqu'à ce refuge. Et ça, c'est pas mal. C'est pratique. Oui, alors bah tiens, voilà, bonne remarque de Olivier, c'est qu'à partir du moment où les algorithmes sont optimisés sur la base d'une donnée de VO2 max, et ben, le fait de faire du trail, ça fausse les calculs qui en découlent. C'est-à-dire que la montre, là aussi, hein, je l'ai expliqué dans une vidéo YouTube l'été dernier, la montre, elle se base sur, en gros, votre niveau d'intensité perçue sur la fréquence cardiaque et votre vitesse. Et or, en trail, on a une vitesse qui est basse et une fréquence cardiaque qui est haute. Donc, le calcul de l'algorithme, c'est de dire, ta VO2 max a baissé. Et ensuite, la VO2 max, c'est une donnée qui alimente d'autres algorithmes, typiquement le statut d'entraînement et ces choses-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez faussé. Gilbert, Suunto, le top en précision altimètre. Ça, c'est clair et net. Et depuis des années, voilà, il y a Garmin galère pas mal avec la précision de ses altimètres. Ça varie au fil de certaines mises à jour, avec des précisions qui se dégradent parfois. Suunto, eux, c'est vraiment Fused Alti fonctionne super bien. Ouais, alors Jérôme, voilà. Bon, Jérôme, en fait, avec la Gretix, là, j'ai passé. Ça fait un peu moins de 2 semaines que je l'ai, et donc je la recharge tous les 5 jours, contrairement aux 7 qui sont annoncés par Polar. Et j'ai basculé seulement aujourd'hui en mode capteur cardio activé uniquement la nuit et pas la journée. Donc voilà, il faut que j'attende de la recharger. Je la rechargerai, je pense, demain. Et puis voir à partir de là combien de temps, combien de jours on gagne. Bon, je pense qu'on va passer à 6 ou 7 jours au lieu des 5 que je constate actuellement. Là, actuellement, je dois être vers 5,5. C'est-à-dire qu'à la fin du 5e jour, il reste un peu de batterie, pas assez pour faire un 6e jour. Et donc, du coup, je la recharge. Voilà. Je la recharge tous les 5 jours. C'est assez régulier.